Saône, c'est en ce moment. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Les invités du jour. Et on est de retour sur Sud Radio, toujours avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet. Et aujourd'hui, on reçoit Cyril Salvador et Thomas Raguet, le producteur exécutif et le réalisateur du documentaire La police va-t-elle vraiment craquer, qui sera diffusé mercredi soir à 21h sur C8. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, le doc sera diffusé dans le cadre d'une soirée spéciale présentée par Carole Rousseau et suivie d'un débat à 23h. Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce documentaire exactement ? Expliquez-nous. Vendez-le-nous. En fait, ce qu'on va y voir, c'est on essaie de comprendre un petit peu les racines de ce malaise qu'il y a au sein de la police, qui est pas nouveau, qui se manifeste actuellement avec la crise des Gilets jaunes, parce que la police est sous pression chaque week-end, mais qui a commencé il y a bien longtemps, il y a à peu près 5 ans. On a essayé de comprendre quels en sont les ressorts, d'où ça vient, et en fait, on est remonté très loin dans le temps, puisqu'on se rend compte que la police, finalement, c'est un peu le parent pauvre, surtout la police du quotidien, la police de sécurité publique, et que au gré des politiques publiques, elle a été un petit peu malmenée, jamais très bien traitée, et que tout ça s'est additionné, et on arrive vraiment à un moment de l'histoire où tout est contre elle, en fait, elle est vraiment sous pression. En fait, les Gilets jaunes, ce n'est qu'un révélateur d'un malaise, en fait, c'est ce que vous nous racontez. Exactement, et il y a 5 ans, en 2014, il y a plein d'événements concomitants, en fait. Il y a 5 ans, il y a la vague terrorisme qui arrive, et déjà, ça commence. C'est-à-dire que des policiers sont pris pour cible, des policiers sont appelés à faire de la surveillance, à faire du bitumage, comme on dit dans leur jargon, c'est-à-dire surveiller des lieux, ce qui intellectuellement n'apporte pas beaucoup, on n'en sent pas vraiment valorisé dans ces moments-là, ce qui génère énormément d'heures supplémentaires. Et finalement, à côté de ça, vous avez des manifestations qui arrivent avec la loi travail, avec l'Euro de foot en 2016. Et par-dessus tout ça arrive la crise des Gilets jaunes. Et quand on met tout ça un petit peu bout à bout, tout ça en perspective, on se rend compte à quel point cette profession est vraiment sous pression actuellement. Et nous, on a eu l'idée de faire ce sujet le jour, et c'est dans le sujet d'ailleurs, où j'ai pensé à Charlie et à cet homme qui est embrassé par en tout cas, ce policier qui est embrassé par la fameuse chanson de Renaud. Exactement. Et le contraste qu'il y avait sur le premier samedi, voire le second, avec le traitement, en tout cas le rapport qu'il y avait entre les manifestants et les policiers. Et je me suis dit, waouh, on est loin de cette image d'ambassade et d'accolade entre le policier et ce manifestant du dimanche 11 janvier. Ce qui est intéressant dans votre documentaire, c'est que on est remonté très loin. Et on découvre que, en fait, on découvre parce que même si on peut en avoir parlé, on le sait pas forcément que cette haine du flic elle remonte. Vous avez un historien de la police qui Jean-Marc Berlière qui nous explique que dans les années 30, les communistes voulaient, je cite, crever du flic, que à la même époque, Léon Daudet expliquait que ils avaient une violence anti-flic. On parlait de la gueuse. Vous remontez, on rappelle qu'en 61, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu de nombreux policiers qui ont été tués et que donc en fait, le fait que les policiers soient la cible de manifestants ou de l'opinion publique, c'est pas nouveau. Et donc, du coup, c'est presque un peu... déjà là-dessus, je voulais savoir comment vous avez je laisse répondre Thomas, travaillé et retrouvé tous ces documents. La haine des policiers est née avec la police. C'est ça, Thomas ? Oui, puis alors, c'est amusant. Jean-Marc Berlière nous cite aussi l'exemple d'un spectacle de Guignol qu'on a tous au fond de nous. On a tous été voir un spectacle de Guignol enfant. Et qu'est-ce qui se passe chez Guignol ? Guignol tape sur le gendarme. Et c'est toujours le gendarme qui se fait tabasser. Oui, parce qu'ils incarnent l'autorité. Là, j'ai trouvé que c'était je sais que Jean-Marc Berlière cite ça. Alors après, on a l'impression que c'est quand même un peu facile. Enfin, je veux dire, la haine du policier, c'est autre chose. C'est quand même plus parlant quand on le lie à des événements politiques forts, comme les années 30. Ce qui veut dire, c'est dans cette anecdote de Guignol, c'est que on nous conditionne dès notre plus jeune enfance à ce rapport à choisir entre le méchant, entre le policier et le gendarme. Quand on est petit, quand on joue au c'est gendarme typiquement français, d'après ce que je comprends. C'est assez français, ça s'explique par rapport à la centralisation. Il n'y a pas d'exemple à l'étranger d'équivalent. Mais en effet, il y a un noyau dur au niveau politique de haine anti-flic qui se trouve aux extrêmes, tout simplement. Je pense qu'il y a un parallèle qui est très intéressant qui est fait dans votre documentaire, c'est le parallèle entre comment est recrutée la police en France et comment elle est recrutée aux États-Unis. Alors je vous laisse peut-être Oui, ça c'est essentiel, c'est-à-dire que la police en France, c'est une création royale. C'est Louis XIV qui crée la lieutenant générale de police.
Et c'est un organe destiné au contrôle social, qui est destiné à la surveillance de la population. Aux États-Unis, la police naît de la communauté, du village, de la ville, du comté. La population a besoin de que quelqu'un parmi elles prenne cette responsabilité C'est le shérif. de sécurité, c'est le shérif, etc. Qui peut être élu, qui peut être bénévole, il y a des policiers bénévoles. Enfin, et voilà, il y a une acceptation de la police, du coup, qui est complètement différente. Alors que chez nous, de fait de ses origines, les mémoires ont une institution, il y a toujours une suspicion. Et on cite souvent l'exemple, et Olivier Marchal le citait, parfois pas dans votre doc, mais il l'a cité à d'autres occasions. Il dit, quand je vais aux États-Unis, je vais dans des quartiers très très chauds, je suis avec les policiers, il y a un flic. Et le flic, et même les gens dans les gangs, ils bougent pas, ils lèvent les mains. Après, il faut pas se tromper, on n'est pas naïf non plus. Il y a des bavures qu'on connaît chez les policiers américains. Il y a des noirs qui sont de dos et qui se prennent des balles mais la police dans le dos. fait peur. Mais la police fait peur. Elle est respectée. Elle est respectée. Un rapport de cow-boy, mais il y a des bavures et voilà, on connaît plus la police américaine dans les médias pour les bavures. Mais on peut pas, du coup, si vous voulez, si vous participez parce que si on ne parle que des bavures, on dit il faut surtout pas, faire passer le respect de l'ordre avant le reste, et donc, du coup, on commence déjà à écorner l'image de la police en France. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que ça existe. Il y a une police ce que vous dites est juste, c'est que ça pose la question des effectifs. Il y a beaucoup moins de policiers sur Los Angeles, toute l'agglomération qui est plus peuplée que sur la région parisienne. Proportionnellement. Donc en fait, en France, on a des effectifs, mais ils sont pas forcément bien répartis sur le territoire en fonction des zones de crime. On va y revenir dans un instant. Restez sur Sud Radio. Cyril Salvador et Thomas Raguet, le producteur exécutif et réalisateur du documentaire La police va-t-elle vraiment craquer, sont avec nous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et venez nous rejoindre sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de Sud Radio puisqu'on est en live vidéo. À tout de suite. Fiat. Sud Radio, 10h midi. Média. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour le 10h midi. Je suis toujours avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet. Et je vous accompagne jusqu'à 11h pour les médias. L'événement aujourd'hui, c'est Cyril Salvador et Thomas Raguet, producteur exécutif et réalisateur du documentaire La police va-t-elle vraiment craquer, qui sera diffusé, je le rappelle, mercredi soir à 21h sur C8. Alors, on a beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, sur le live. On a par exemple Miss Loot qui nous dit « Je ne suis pas d'accord. La police va vraiment trop loin sur les gilets jaunes. » Est-ce qu'on peut avoir votre réaction ? Alors, ça pose la question plus large qui est celle du maintien de l'ordre en France. Le maintien de l'ordre en France, ça a été jusqu'à peu une référence, parce que justement, il y avait cette idée de maintenir la foule à distance. C'est arrivé après mai 68, et le but était de ne pas aller au contact pour pas faire de victimes. Sauf qu'on a maintenant aujourd'hui une police qui est suréquipée, qui est surarmée. Et ça, c'est un phénomène nouveau qu'on nous explique dans le documentaire. C'est David Dufresne qui revient sur les événements de Villiers-le-Bel en 2007, émeutes urbaines, et là, la police reçoit des tirs à balles réelles. Et du coup, il y a un raidissement. Et la Comment ça, la police reçoit des tirs ? Il y a des tirs de carabines qui sont effectués par des gens, par des émeutiers, qui touchent la police. Et derrière là, on observe une tendance à l'armement, donc les flashballs, les tasers, etc. Et maintenant, on a une police qui est surarmée, suréquipée, qui va faire du maintien de l'ordre, qui parfois n'est pas formée pour faire du maintien de l'ordre. Or, quand on est policier, quand on est CRS... C'est grave ce que vous dites. Vous pensez qu'on leur donne des armes sans les former. Là, pendant les week-ends des Gilets jaunes, vous avez eu bien sûr des gardes mobiles des CRS d'envoyer, mais vous avez eu aussi des gens des BAC, des gens de la sécurité publique, parce qu'on n'avait pas assez de bras, et donc on leur a donné un LBD, on leur a dit vous y allez. Sauf qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir en face des manifestants. Ils ont l'habitude d'avoir des délinquants en face d'eux, donc ils n'ont pas du tout les mêmes réactions. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tirs. Il y en a eu aussi commis par des spécialistes du maintien de l'ordre, mais ça a pu provoquer plus de blessés, plus de drames qu'on a pu voir et qui ont été recensés par la récurrence tous les samedis, des manifestations. En gros, ils mobilisent des policiers chaque samedi et ils sont 80 000 policiers sur un effectif de 150 000, donc c'est la moitié. Donc il y a un moment, il a bien fallu aller chercher d'autres personnes qui sont spécifiquement formées à cet exercice-là. Le casting est assez exceptionnel. Jean-Pierre Chevènement, entre autres, des témoignages de policiers anonymes, le réalisateur Olivier Marchal, le criminologue Alain Bauer, des spécialistes des violences policières. Est-ce que vous vous êtes heurté à des refus ou est-ce que certains ont posé des conditions pour témoigner ? Alors pas de conditions pour ceux que nous avons eus. Ils étaient très libres dans leur expression. En revanche, on souhaitait avoir quelqu'un du ministère de l'Intérieur et malgré nos différentes relances, on n'a pas eu
On n'a pas eu quelqu'un. Bon, il y avait des changements à ce moment-là au niveau du porte-parole, alors ça a peut-être pas Vous aidé. n'avez pas appelé Marlène Schiappa. Mais Elle est toujours libre pour une interview. Oui, mais elle est sur un autre créneau. Exactement, un autre créneau. Je voulais savoir comment les policiers se sentent mal aimés. Comment ils vivent tout ça, puisque vous les avez rencontrés. Est-ce qu'on voit d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir policiers? On voit un désamour vraiment maintenant? Alors, les policiers se sentent mal aimés, peut-être parfois trop par rapport à la réalité, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont un quotidien difficile. Ils sont confrontés tous les jours à des gens qui souvent ne les aiment pas. Donc ça permet pas d'avoir forcément une vue très objective sur ce qu'on est et sur ce qu'on représente. Néanmoins, ils ont quand même, ça gagne 1 800 € net par mois. C'est ce que dit. Ouais. Hein, après, il y a une information. Pour un travail harassant avec des heures supplémentaires qui, contrairement à d'autres secteurs de la fonction publique, ne sont pas payés. Très rapidement, il y a 22 millions d'heures supplémentaires, 23 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Il faudrait 274 millions d'euros pour les payer actuellement. C'est revenu sur le tapis. C'est pas nouveau non plus. Hein. C'est leur principale nouveau. revendication. Mais ça n'a jamais été autant. Et c'est revenu sur le tapis là en décembre. Castaner a dit qu'il allait ouvrir le débat, mais pour l'instant c'est pas réglé et ça pose des problèmes d'effectifs. Après, c'est pas les seuls. Hein, j'imagine vos auditeurs. Il y a plein de métiers où on accumule des heures supplémentaires, où on a des conditions similaires de pénibilité, avec des salaires similaires. Voilà, sauf que nous, on a fait un documentaire sur un sujet très spécifique qui est sollicité depuis 20 semaines et plus, voire quelques années. Mais évidemment, la problématique existe sur d'autres métiers, ça c'est certain. Cette agressivité assez inédite qu'on ressent à l'encontre des policiers depuis le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment ressenti, vous, sur le terrain ? Je pense qu'il y a des radicalisations d'opposition. C'est-à-dire que c'est difficile de parler sereinement de ce sujet-là, d'un côté comme de l'autre. Si vous allez parler avec des manifestants qui ont été, même sans avoir été blessés, hein, ou si vous parlez avec des policiers qui sont retrouvés au milieu de tout ça, c'est difficile d'avoir un débat serein et d'essayer de... Vous avez pas mal de témoignages, bien sûr, très très forts, comme le disait Trina tout à l'heure. Il y a Alain Boer, notamment, qui intervient plusieurs fois et qui est d'ailleurs assez tranchant dans ses interventions. Il explique, en parlant de la violence régulière des manifs dans les Gilets jaunes, il dit « Une partie de ceux qui lancent des objets sont en situation de tentative d'homicide. Ils devraient tous être envoyés aux assises. » Et ça n'est jamais arrivé. Il y a des enquêtes qui sont faites par les GPN, en l'occurrence. Il y en a eu combien, Thomas? Tu connais les chiffres? 60. Ça prend du temps, mais là c'est pour les policiers. Là, du côté des manifestants, c'est vrai que cette violence, elle est objectivement très impressionnante. Il y a eu des arrestations qui ont été faites. La justice passera, mais c'est vrai que comparé à d'autres pays, on peut se dire que ça serait peut-être passé différemment. On a Ben de l'Hérault qui voudrait réagir. Bonjour Ben. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, non, moi ce que je voulais dire, c'est que bon, d'abord, j'ai du respect pour la police. Hein. Je trouve que c'est un métier extrêmement difficile, d'une part, et d'autre part, faut pas oublier que les policiers, ce sont des gens issus du peuple. Hein. C'est souvent des fils d'ouvriers. C'est souvent des gens qui rentrent dans la police pour être fonctionnaires et pour avoir une vie. Voilà. Mais le problème, si vous voulez, au niveau de la police, c'est que voilà, s'ils sont mal vus, ils ont aussi une part de responsabilité. Je veux dire, quand vous avez des policiers qui vous arrêtent et qui vous tutoient, qui vous jaugent, je veux dire, il y a des comportements qui sont inadmissibles. Et en plus, on a le droit de rien dire. Si un policier vous tutoie, vous ne pouvez absolument rien dire. Mais rien. Et il vous change de la tête aux pieds, surtout si vous êtes maghrébin ou africain, ce que vous voulez. Hein. Là, je veux dire, la police, elle a une responsabilité à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de la formation, au niveau de... Parce que vous le voulez ou non, l'individu, il est ce qu'il est. Il est voilà. Dès que vous leur mettez un uniforme, eh bien, c'est plus les mêmes. Ils prennent du pouvoir, et quelquefois, il y a de l'abus de pouvoir à ce niveau-là. C'est une réaction intéressante. Ça pose deux questions. C'est d'une part la représentativité des policiers. C'est vrai que le portrait robot du policier moyen, c'est un homme blanc de 35 ans. Il y a très peu de femmes, il y a très peu de gens issus de la diversité. Ça peut certainement poser un problème sur le terrain dans certaines conditions. L'autre, c'est celui du contrôle d'identité, qui est une spécificité française et qui se pratique un peu comme un outil de maintien de l'ordre dans certains quartiers, et dont certains policiers abusent. Ça a été dénoncé par le défenseur des droits Jacques Toubon. On a Maître Benachour dans notre documentaire qui nous en parle. C'est un outil qui ne sert pas à grand chose, si on veut contrôler les gens,
puisque ça ne révèle que très peu d'infractions, 5% des cas. Et parmi ces 5%, souvent, il y a de l'outrage et de la rébellion, c'est-à-dire l'infraction provoquée par le contrôle d'identité. Et la multiplication des contrôles génère des dérapages en l'occurrence, donc des situations de crise. Ça se fait dans et ça, c'est très difficile de le réformer. Il y a eu l'idée du récépissé de contrôle, mais alors ça, les policiers sont totalement contre. La caméra. Peut-être que la chose qui va apaiser les tensions, c'est la caméra, puisqu'on est aujourd'hui dans une société où tout le monde filme tout le monde. Donc les gens qui sont contre les films de la police, et les policiers sont progressivement équipés de caméras piétons. Et on a des extraits de ces images-là dans le film. Ça peut apaiser les choses. Alors, votre documentaire est vraiment extrêmement complet sur la situation de la police. Puis vous évoquez aussi des solutions, et notamment vous pointez les différentes catégories qui existent dans la police, les gardiens de la paix, les officiers, et puis les commissaires. Et notamment sur les commissaires, vous expliquez que la moitié des nouveaux commissaires sortent de Sciences Po, que c'est particulier à la France. D'ailleurs, Mathieu Zagrodzki, le sociologue, dit qu'aux États-Unis c'est pas du tout comme ça. Et Alain Boer dit qu'il faudrait que tout commissaire ou officier supérieur ait été au moins 1 an gardien de la paix. Ah oui. Ce sont des solutions pour vous ? Aux États-Unis, il y a des académies de police avec un socle commun. Finalement, tout le monde fait la même chose pendant 1 an ou 2, puis après on se spécialise. En France, c'est pas comme ça. Même Alain Lebars, du syndicat des commissaires, explique que oui, c'est peut-être un problème. Il le reconnaît. Mais alors, ils expliquent aussi que c'est pas mal d'avoir des gens bien formés, des intellectuels, bien formés, qui vont amener quelque chose de différent au sein de la police nationale. Mais dans les années 70, on peut se demander si 1 sur 2, c'est quand même pas beaucoup. Dans les années 70, dans les grandes écoles, pour devenir patron, ils partaient 3 mois en stage en usine. Donc ça aussi, ça rappelle que pour bien gérer, pour bien manager, plus généralement, le travail quotidien de chacun, quoi. Jacques de Marseille voulait réagir. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Mais les policiers pleurent parce qu'ils sont mal aimés. Je pense que s'ils étaient moins dans le coup de matraque et un peu plus dans le secours, on les aimerait un peu mieux. Voilà. Si une dame dans une cité se plaint parce que les dealers sont devant sa porte, on lui répond qu'il n'y a pas d'effectifs. Par contre, pour nous taper sur la gueule, on trouve des effectifs, et pour nous mettre des prunes aussi. Donc le sentiment vient peut-être en partie de là. Alors, le problème des effectifs, il y a un chiffre très bon du criminologue Bauer dans le documentaire qui dit qu'il y a combien de pourcents, 65% de l'activité criminologique entre 22h et 6h, et pour 4% d'effectifs. Absolument. Donc ça, 65% du crime, de parlant, en tout cas ce qu'on appelle activité crime, ça peut être un vol ou autre, pour 4% d'effectifs des à ce moment-là. C'est évident qu'il y a un problème de répartition. Parce qu'il y a les effectifs. 150 000 policiers et 100 000 gendarmes, ça positionne la France dans une moyenne confortable. Mais moi, quand j'ai terminé de regarder votre documentaire, je me dis, mais au fond, est-ce que vous répondez vraiment à la question, la police va-t-elle vraiment craquer ? Ou est-ce que c'est une vision catastrophique ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes de solutions ? Je cite par exemple, il y a Linda Kebab qui dit, non, c'est plutôt, la policière, non, c'est l'ancienne chef de l'IGPN, Marie-France Monéger-Guillaumard, qui explique que peut-être ça peut venir de la diversité. Il faut plus de diversité dans la police. Quelles sont les pistes de solutions pour améliorer les rapports entre la police et les Français ? Ça en fait partie, une image qui soit plus à l'image de la population, la formation, une meilleure formation, parce que finalement on leur apprend pas assez la pratique, ils sont pas assez sur le terrain pendant la formation, elle est trop théorique cette pratique, donc du coup il faut arriver sur le terrain. La formation, ça va régler le problème ? Quand on dit ça peut des effectifs la nuit, comment c'est possible de faire en sorte qu'il y ait... Alors ça, c'est autre chose. C'est peut-être décharger la police de certaines tâches administratives qui prennent du temps, qui mobilisent les policiers dans les commissariats pour les redispatcher sur le terrain. Et est-ce que dans le débat qui va suivre votre émission, vous allez avoir des représentants du ministère de l'Intérieur ? Vous savez déjà qui vous allez avoir mercredi ? Oui, j'ai un casting. Il y a Damien Delceni qui est le responsable police-justice du Parisien. Il y a Christophe Soulez, qui est le sorte de binôme d'Alain Bauer, donc spécialiste de la délinquance. Stanislas Godon, de mémoire, qui est le secrétaire général de Alliance, du syndicat Alliance. Et le 4e, j'espère qu'il ne m'écoute pas. Vous avez oublié. Je l'ai oublié. Il va se désister. Il va se désister. Tant pis. Non, mais alors, c'est quand même un problème. Le criminologue, le spécialiste, et il m'en manque un. Il n'y a pas de réponse à un tel débat de la part du ministère de l'Intérieur. C'est comme un problème, ça, non ? Thomas, je ne sais pas répondre, je me tourne vers toi. C'est un sujet, c'est un sujet sensible du fait de l'actualité. Vous avez bien vu que les policiers ont
profiter d'une certaine manière des gilets jaunes pour obtenir en 24 heures quelques concessions, une prime de 300 € et puis l'engagement sur des négociations à venir, notamment sur les heures supplémentaires dont on parlait. Mais ça reste quand même un sujet comment est perçu Christophe Castaner par les policiers, et est-ce qu'ils pensent avoir la bonne personne qui les dirige? Parce que vous expliquez que justement ils étaient surarmés et apparemment Christophe Castaner continue à aller dans ce sens. Comment il est apprécié sur le terrain en fait? Les policiers aiment se sentir soutenus, donc ils ont toujours apprécié les ministres de l'Intérieur qui étaient de leur côté, se montrer forts. Ça a été le cas de Nicolas Sarkozy, ça a été le cas avant de Chevènement, de Joxe, de Pasqua. Castaner est aimé par la police. Et Castaner, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour en tirer des conclusions. Après, faut pas qu'on se trompe. Il y a 75% des Français qui aiment leur police. En 2015, c'était 83%. L'histoire, c'est l'histoire d'un paradoxe. Ah oui. D'un point de vue, il y a une majorité de Français qui aiment sa police. Néanmoins, il y a une stigmatisation sur la police à des moments de crise. C'est pas la même chose que dire qu'on n'aime pas la police, que historiquement, il y a toujours eu une minorité qui n'aimait pas, mais les Français, en général, entre 75 et 80% aiment leur police. C'est important de le dire. Un documentaire, en tout cas, à ne pas louper. La police va-t-elle vraiment craquer? Ça sera mercredi soir à 21h sur C8, suivi donc du débat à 23h présenté par Carole Rousseau. Un grand merci, Cyril Salvador et Thomas Rayet, d'être venus nous voir dans les studios de Sud Radio. On va se retrouver dans un instant avec Cathy Vernet, scénariste et réalisatrice de la série Vernon Subutex, adaptée du best-seller de Virginie Despentes. Ce soir, et oui, enfin, ce soir à 21h sur Canal+, on répondra à la question suivante: tous les best-sellers sont-ils adaptables en télé? On vous attend au 0826 300 300 pour réagir. Restez sur Sud Radio, à tout de suite.